Bon, une adolescente autiste qui a redoublé 3 fois sa puberté vient de m'annoncer en fronçant les sourcils qu'il faisait enfin plus de 10 degrés dehors à cause du vilain climat qu'elle confond avec la météo du haut de son bac -2 en coulage de bronze et globe-trotting. Je me suis donc décidé à sortir de mon hibernation habituelle pour éclater 2-3 imbéciles méritants en 10 minutes. En effet, la Terre subit actuellement une épidémie d'une terrible maladie qu'on appelle être une merde et qui consiste à s'acheter une bonne conscience sans effort en répétant en boucle des banalités qu'un enfant de 5 ans pourrait dire du genre « tuer les gens c'est mal, nous sommes tous égaux ». Puis ensuite, comme si cette infamie ne suffisait pas déjà amplement, à venir emmerder et faire la morale aux gens jusqu'à ce qu'ils s'excusent en rampant et en louant ta clarté d'esprit alors que je le répète, tu n'es qu'un fils de pute qui ne fait que dire des banalités stupides qui normalement ne valent même pas la peine d'être dites, sauf quand on a pour seul objectif dans la vie de perdre son temps et celui des autres, bref qu'on est une merde. Alors pourquoi les plus gros moralisateurs sont toujours les plus grosses saloperies de notre époque et comment les pestes nunuches qui étaient dans vos classes au collège et au lycée et qui passaient leur temps à être moches sans maquillage et à casser les couilles sont en fait devenues les chieuses pseudo-féministes d'aujourd'hui? Je vous explique ça immédiatement et vous fournis tous les éléments nécessaires pour mettre définitivement en position smecta les cinglés qui pensent agir au nom du bien. Si vous êtes là à sourire comme des benets, c'est parce que mes vidéos ultimes vous avez grave manqué. Je suis le Raptor et vous regardez Expliquez-moi cette merde. La res, vous connaissez la res? La res, non. La res, ça veut dire c'est la res. C'est bien. Normalement, ils vont rigoler. Bien. Le journalisme, c'est un truc fondamental d'utilité publique qui sert à informer les gens de ce qui se passe aux alentours et dans le monde, et c'est comme ça que des types à la base voués au chômage ont pu être recyclés dans l'intérêt public pour se casser le cul à venir nous faire le rapport quotidien de ce qui s'est passé. À la base, être journaliste c'est un truc chiant, faut être au courant de tout, aller trouver l'information de là où elle est, tout ça pour être payé pas grand chose au final, bref c'est ce qu'on appelle une vocation, et c'est exactement la raison pour laquelle on serait au courant d'absolument rien s'il fallait compter sur des connards comme vous et moi pour aller chercher l'info en premier lieu, disons les choses. Le problème c'est qu'au lieu de se contenter de nous informer, tout bêtement, les journalistes se sont mis à croire de manière complètement inexplicable que leur avis d'imbéciles sortis d'école pay to win, qui ne savent ni faire un produit en croix ni déplacer un sac de ciment de 20 kg sur 10 mètres, pouvait intéresser qui que ce soit. Ainsi fut créé le métier heureusement précaire de pigiste, une sorte d'équivalent académique du bac pro jongleur prestidigitateur option dictée sans rature, et qui consiste plus ou moins à produire un maximum de déchets rédactionnels, payer bien entendu une misère chacun pour au final s'agglomérer en un salaire presque suffisant pour se croire membre du street lifestyle parisien, alors qu'on est bon globalement un espèce d'ersatz de blogueur raté persuadé qu'il mène la yes life parce qu'il boit du rosé de fils de pute le mardi soir en terrasse, comme tout bon chômeur manqué qu'il est. Il existe donc deux types de journalisme, celui qui rapporte l'information et celui qui la commente. Évidemment, c'est la deuxième catégorie qui est majoritaire et qui bénéficie de manière totalement incohérente de l'aura de respectabilité et de crédibilité qu'on accorde à la première. Autrement dit, pour les gens qui comprennent pas le français, on considère à tort aujourd'hui que la parole d'un article de presse fait référence, alors qu'en fait elle ne correspond à rien d'autre qu'à l'avis du journaliste sur une information selon son humeur du moment. Un peu comme à l'oral du bac blanc de français quoi. Bon, si l'examinateur aime pas ta gueule, bah même en sortant ta meilleure perf, tu peux espérer choper un 9, 9,5 sur 20 grand max. Donc dans le langage journalistique, ça se traduit par le fait que tu te fasses fachosphérède ou islamo-kébabède, si ton examinateur c'est Bernard de la Villardière, alors qu'en étant une meuf, évidemment, tu démarres d'entrée avec minimum la moyenne. Et ça, les amis, c'est parfaitement inadmissible et personne n'en parle, j'en parle, niquez-vous. La honte du journalisme en France, c'était à l'époque BuzzFeed, mais Dieu soit loué, cette énorme déchetterie fourre-tout a fini par fermer parce que le Gorafi et Groland représentaient une concurrence trop rude. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours de quoi vous torcher, puisque la relève vomitive du journalisme fast-food est maintenant assurée par les horribles AJ+FR, Brut et surtout Combini, qui a tout de même, et il faut le saluer, réussi l'exploit écœurant de recruter la boniche calvicier du ramusqué Yann Barthès, j'ai nommé Hugo Clément, qui est tout de même le premier journaliste au monde à affirmer que pour éviter de se faire attraper sur le net dans les dictatures, il utilise la navigation privée. Ok, genre espionnage, mais en fait après délibération et notre planète le pense sincèrement, tu n'es rien qu'une merde. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Qu'on soit clair, je n'ai rien contre le journalisme dans son ensemble et je n'ai rien non plus contre les gens qui donnent leur avis pourvu qu'ils soient adultes. Je le rappelle, c'est pas pour rien que le droit de vote est à 18 ans. Mais comme dans tous les milieux, le journalisme compte son lot de gros fils de pute, à l'exception près que cela bénéficie de l'énorme influence de ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la presse aime tant dénigrer les youtubeurs ou instagrammeurs à succès, précisément parce qu'elle n'accepte pas qu'ils aient autant voire plus d'influence qu'elle, et qu'en plus ces sales petits enfoirés gagnent de la thune avec ça. D'où les articles nombreux méprisants sur des youtubeurs comme PewDiePie, Squeezie et en fait tous les autres. Bon, il se trouve qu'il y a un petit groupe de journalistes qui sont appelés la Ligue du LOL et qui ont complètement révolutionné l'art d'être un fils de chouin à tel point que ça pourrait presque remettre en question toute la discographie d'Al Capote. Le meilleur, je pense que c'est le salope. 4 fois.
efficace. Salope. En gros les mecs, bon comme tout bon journaliste, ils ont flairé que depuis une dizaine d'années, se revendiquer féministe, social justice warrior et politiquement correct, c'était un peu les meilleurs moyens pour faire carrière, bien se faire voir et pas avoir d'emmerde. Et donc ni une ni deux, ils se sont métamorphosés en un instant en White Knight Inferno, pourfendeurs de vilains misogynes virilistes ou je ne sais quoi, et apporteurs de la sainte parole de girl power, women empowerment, et toutes ces conneries abyssales visant uniquement à assouvir les volontés carriéristes des féministes 2.0, trop médiocres et jalouses pour accepter la compétition du marché du travail, qui devrait se baser uniquement sur le skill plutôt que sur le sexe. Mais on y reviendra après. Bon, vous allez me dire, jusque-là rien d'anormal, tout le monde sait que depuis le collège, il vaut mieux être un lèche-cul pour avoir des bonnes notes à l'oral. Donc bon, apprendre que certains journalistes, voilà, sont prêts à s'asseoir sur leurs idées et leur dignité pour trouver du boulot ne surprend plus personne. Et ce ne sont pas les tests hormonaux aux résultats négatifs et tout bonnement scandaleux des journalistes de BuzzFeed qui ont quand même réalisé l'exploit d'avoir encore moins de testostérone qu'un homme de 90 ans survivant du cancer de la prostate qui vont nous faire dire le contraire. La Ligue du LOL donc, en fait, c'est une trentaine de ce genre d'hommes soja journalistes, notamment à Libération, aux Unrock ou à Slate, parfois même rédacteurs en chef, qui dans leur milieu professionnel jouaient les mecs progressistes, super féministes et tout, l'excellence humaine, on peut le dire, mais qui en secret ont créé un petit groupe privé Facebook dans lequel ils se foutaient ouvertement de la gueule de toutes les chieuses avec qui ils bossaient. Tiens, ne me dites pas que encore une fois les mecs qui font le plus la morale aux autres sont en fait les plus gros connards du game. Mais attention, leur délire ne s'arrêtait pas là, non, ça tout le monde le fait, je veux dire, qui ne s'est jamais foutu de la gueule de ses collègues ou camarades derrière leur dos? Absolument tout le monde chie sur tout le monde quand ils ont le dos tourné, c'est même 100% sûr qu'il doit y avoir des millions de groupes WhatsApp et Instagram uniquement dédiés à insulter le reste de sa classe ou de sa boîte. Et c'est pas la peine de nous parler de masculinité toxique ou de boys band ou je sais pas quoi là, parce que c'est certainement pas les meufs qui vont faire la leçon à qui que ce soit là-dessus. Si bitcher dans le dos des gens c'était un sport, pour la première fois au monde une équipe féminine aurait du niveau. Pensez que ce serait tabou, mais non c'est pas tabou. Le vrai truc c'est que c'est ça le petit hypocrite de la Ligue du LOL, qui ont fait de leur métier une gigantesque chasse aux sorcières à qui n'est pas suffisamment politiquement correct selon leurs critères d'homme soja. En réalité ces enfoirés de première se sont créés des dizaines de petits comptes anonymes au nom subtil du genre @fou la merde ou @langue de pute, avec lesquels ils ont harcelé en public et en privé toutes leurs collègues chieuses journalistes, en les traitant évidemment de putes, mais aussi de grosses putes quand ils étaient un peu plus inspirés. Et ironie de l'histoire et puissance du karma divin, ces petits cons qui ont, rappelons-le, dédié leur carrière de chroniqueurs poubellistes à dénoncer la grossophobie et le famoso patriarcat systémique, ont en fait creusé durant tout ce temps leur propre trou, puisque maintenant ils se sont tous fait choper comme des merdes, et c'est avec grand plaisir qu'ils vont enfin pouvoir goûter à l'empowerment au féminin bien dans leur gueule d'homme soja hypocrite et complètement sadique, et on sera tous d'accord là-dessus, c'est bien mérité. Enfin, de toute façon, l'audace, c'est clair que c'est vraiment ce qui caractérise Raptor et sa bande, quoi. Enfin, sa bande d'Avengers blancs. Enfin, d'Avengers, non pas vraiment d'Avengers, parce que les Avengers, il y avait quand même au moins une meuf. Sa bande de Worlds Apart blancs, c'est vraiment l'audace. Chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes, l'occasion de se rappeler du chemin parcouru pour l'égalité en droit des individus. Il y a 55 ans, par exemple, les femmes ne pouvaient pas travailler ou ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui encore, il existe de nombreux comportements sexistes nuisibles, comme le harcèlement de rue, qu'il ne faut pas confondre avec la drague de rue, le harcèlement moral sur son lieu de travail et le chantage sexuel pour ne citer que. Mais c'est surtout l'occasion pour les folles alliées qu'on connaît bien de nous rappeler de quoi on a le droit de rire ou pas selon leur vision non oppressive de la réalité, ce qui explique que les humoristes actuels soient devenus complètement pitoyable, de rabâcher une fois de plus des inepties concernant la différence de salaire homme-femme qui est une arnaque totale dont je parlerai dans une prochaine vidéo, et surtout, car c'est à la mode, de l'instauration de quotas favorisant et imposant des femmes dans le monde du travail et de la récompense artistique. Alors elles nous raconteront au début pour que la pilule passe qu'il ne s'agit pas vraiment de quotas, qu'il s'agit juste d'inverser la tendance en favorisant à dossier égal les femmes. Mais ne vous y prenez pas, c'est un mensonge des plus ignobles, à dossier égal ça n'existe pas, un simple entretien suffit à distinguer deux profils différents. Non, il s'agit bien de discrimination positive, et c'est donc le moment d'expliquer définitivement pourquoi la discrimination positive est une aberration et un hold-up motivé par l'envie et la jalousie. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Premièrement, il faut arrêter de penser que la vie se joue en équipe avec d'un côté le FC homme et de l'autre l'AS femme. Quand un homme remporte un Oscar ou est directeur de je ne sais quoi, je me dis pas « Oh trop bien, c'est un homme ». Non, j'en ai strictement rien à foutre de sa vie parce que la réalité c'est que moi je suis en slip en train de jouer à Apex et que le fait que ce soit un homme ou une femme qui soit mieux loti que moi, en fait ça change strictement rien à ma vie. En fait, il y a que les timbrés féministes pour nier la notion d'individu et croire que les femmes font toutes partie de la même équipe. Deuxièmement, croire que la surreprésentation des hommes ou des femmes dans un domaine est forcément le résultat d'une discrimination envers l'autre sexe est une insulte envers
les hommes ou les femmes qui sont arrivés là par leur travail, leurs compétences, mais aussi leurs aspirations et choix personnels qui doivent être respectés. Il n'y a rien de mal à ce que les femmes soient attirées par certains domaines en particulier qui intéressent moins les hommes et inversement. Prétendre le contraire ou essayer d'expliquer ses choix par la construction sociale est un mensonge, comme l'a prouvé l'exemple de la Norvège et de ses 90% d'infirmières femmes et 90% d'ingénieurs hommes, malgré une politique très féministe qui visait justement à casser les stéréotypes de genre. Troisièmement, le nombre de places étant limité, la discrimination positive d'un groupe revient à le favoriser au détriment d'un autre, donc à créer en même temps une nouvelle discrimination. Mais ça, les féministes 2.0 s'en moquent complètement et appellent même ça des male tears, traduire des larmes d'hommes, en disant en gros, oh les pauvres hommes qui ont tout et qui pleurent quand on leur prend un tout petit peu. Alors non seulement c'est un raisonnement stupide et dangereux, puisque c'est comme dire qu'il est légitime de voler un individu au prétexte qu'il soit riche, mais en plus je le répète, la vie ce n'est pas un jeu d'équipe, la team homme ça n'existe pas, puisque que ce soit un homme ou une femme qui soit nommé injustement à ma place, ça revient au même. Dans les deux cas, je suis en position SVP, ça se fait pas, plus Apex en slip. Quatrièmement, si on applique la discrimination positive pour les femmes ou toute autre catégorie en croyant résoudre un certain manque d'égalité réelle, on déplace injustement le critère de sélection de la compétence vers l'appartenance à une catégorie, et donc on condamne définitivement la personne favorisée à être à jamais dans l'esprit des autres, celle qui est arrivée là grâce au quota et non grâce à sa compétence, c'est-à-dire qu'en fait on la stigmatise. Vous mettez tous les deux en mini-jupe, et puis on va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Et cinquièmement, la discrimination positive est en réalité un énorme mépris pour les femmes, puisqu'on considère qu'elles sont incapables, sans coup de pression envers les autres, d'arriver au même niveau. On comprend alors mieux pourquoi les petites pestes médiocres, jalouses et carriéristes sont aussi dévouées à la cause. Par contre, étonnamment, aucune d'entre elles n'a jamais été intéressée par la parité chez les éboueurs ou dans les métiers physiquement pénibles ou très risqués. En définitive, on a là affaire à une idéologie totalitaire basée sur des raisonnements dangereux, qui en fait considère que l'homme représente la classe dominante qui a usurpé sa place et spolie les autres, et qui doit donc être remise en place par la justice sociale. Ce féminisme est une dérive ancrée dans le marxisme culturel qui définit la société selon des rapports oppresseurs-oppressés et qui nie totalement la notion d'individu. Imposer des quotas au nom de la discrimination positive n'est rien d'autre qu'une guerre contre la liberté individuelle, en plus de constituer un handicap économique majeur, puisqu'en refusant la promotion à la compétence, on freine la compétitivité des entreprises. Finalement, être opposé à ce féminisme 2.0, ce n'est pas être misogyne ou sexiste, contrairement à ce qu'essayent de dire ces militantes. C'est en fait préférer tout simplement remettre l'individu au centre de la société, quelle que soit son appartenance sexuelle ou communautaire, et le laisser faire en lui donnant le maximum de liberté et de possibilités de choix. Et finalement, si la phrase « que le meilleur gagne » vous fait peur, ce n'est pas les autres le problème, c'est vous. Bref, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. En tout cas, une chose est sûre, homme ou femme, les meilleures diètes et entraînements personnalisés pour perdre du gras ou devenir solide à vie, ou au moins pour cet été, c'est chez Raptor Coaching Pro. Toutes les explications sont évidemment dans la description. C'était le Raptor pour ce 12e épisode d'Expliquez-moi cette merde. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Instagram et sur Twitter. Bien sûr, n'oublie pas de dislike parce que ton seul contact féminin dans la vie, c'est le chat vocal de Bouygues Télécom. Et pour tous les autres, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera sur...